Bonjour et bienvenue sur ce nouveau quart d'heure neuro. On accueille Dimitri aujourd'hui. On va parler de la réathlétisation de manière générale. Merci Dimitri d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Je te remercie Adrien du coup pour l'invitation, c'est super cool. Donc Dimitri, 33 ans, un parcours relativement classique, hein. J'ai fait une licence entraînement sportif à Orléans, en région centre. Et du coup, par la suite, je suis parti à Lyon pour un master EOPS, entraînement optimisation de la performance sportive, avec le parcours pareil classique, c'était le parcours PPMR, préparation physique, préparation mentale et réathlétisation. Et c'est ça qui est intéressant, on va peut-être échanger tout à l'heure là-dessus, mais justement, au début, on parle de réathlétisation dans le programme, mais c'est vrai qu'au final, la réathlé, on le voit un petit peu à la fin et un petit peu par nous-mêmes. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu à à cette composante un peu sur le tard, on va dire. Du coup, ensuite, une fois que j'ai fait mon master, j'étais en stage en fait avec le pôle espoir féminin de volley, donc principalement. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai fait mes 2 années de stage là-bas. Et pour la petite histoire, arrivé en deuxième année de master, j'ai voulu me mettre un petit peu en danger parce que je savais que il fallait aussi un petit peu se mettre en danger, essayer de se mettre en condition réelle si demain on était ou on devait intervenir avec un sport avec lequel on n'avait pas de connaissances ou autre. Je me suis dit, on va essayer de creuser un petit peu. J'ai fait un mémoire en fait de recherche sur l'épaule. Ça m'a plu, parce que l'épaule, en fait, je connaissais pas du tout. Et vu que j'étais avec des volleyeuses, bah, forcément, j'avais un groupe de sujets qui se prêtaient bien justement à la thématique de l'épaule. Je suis parti sur l'épaule ça s'est plutôt bien passé. À la fin de mon master, je suis resté, ils m'ont embauché, je suis resté une saison là-bas en tant que responsable de la préparation physique. Et par la suite de ça, en parallèle, avec le pôle espoir de volley, j'étais aussi préparateur physique de l'Académie internationale de danse sur glace à Lyon. Par une opportunité, en fait, j'y suis allé, ça m'a vraiment agréablement surpris. C'est très intéressant. J'ai bossé avec des couples, parce que c'était soit en solo, soit en couple. J'ai bossé avec des couples qui étaient quasiment dans le top 10 voire top 5 mondial junior, et qui préparaient les Jeux 2026. Donc c'était à long terme, hein, parce que c'était en 2018-2019 à peu près, mais qui avait déjà cette optique-là, etc. Et pareil, j'ai travaillé avec des athlètes internationaux, ça c'était très enrichissant, un peu difficile sur le point de vue linguistique, mais très enrichissant parce que c'est vrai que c'est une autre culture, c'est d'autres choses encore à approfondir, mais vraiment c'était super cool cette époque-là et cette expérience. Et du coup, par la suite, en fait, vu que j'avais eu des bons résultats, notamment au pôle espoir féminin. En fait, on a eu de très 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 belles générations. Là, à l'heure actuelle, on en a une qui représentera la France aux Jeux Olympiques en beach volley, qui a été sélectionnée là dernièrement. C'est vrai qu'on avait une génération super. Là-dessus, c'était un super kiff de bosser avec ces filles-là, avec qui je suis encore en contact pour certaines, parce que on se rend compte que quasiment 8 ans après. Bah, elles n'ont pas lâché. Puis c'est vraiment sportif de très haut niveau, quoi. Il y en a d'autres aussi qui sont internationales. On a deux internationales marocaines qui sont passées par nos rangs. Pareil, vraiment, vraiment cool. Et donc, avec les résultats qu'on avait eus, etc., et puis vu que j'avais travaillé sur l'épaule, en fait, il y a une entreprise lyonnaise qui m'a contacté pour faire de la recherche. L'idée, c'était vraiment, elle, cette entreprise, c'était plus sur des protocoles de retour au sport. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, je vais tenter la belle expérience de la recherche. Alors après, la recherche, c'est très intéressant, etc. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était de me dire, si je fais de la recherche, c'est quelque chose qui est appliqué au terrain, en fait. Parce que le problème de la recherche, c'est que, bon, on l'a vu un petit peu dans... Il y a tellement d'études qui sont disponibles dans la littérature, il y a tellement de choses. Et en fait, quand on est prépa physique, quand on est kiné, quand on est coach, on a besoin de choses qui sont très concrètes, en fait. Et il y a beaucoup d'études, je trouve, enfin, c'est peut-être péjoratif ce que je vais dire, mais il y a beaucoup d'études, c'est un petit peu du bullshit. C'est vraiment des études pour se saucer entre chercheurs et tout. Et il y a des choses, moi, où j'aurais aimé juste avoir du concret, en fait.
Et du coup, l'entreprise qui m'a proposé ça, leur objectif, c'était vraiment de faire du concret parce que on faisait de la recherche. Une fois qu'on avait la recherche, on fonctionnait avec un centre orthopédique de chirurgie, donc le centre orthopédique Santi, qui fait partie des références nationales, voire internationales au niveau du genou et de l'épaule. Et donc moi, c'était plus sur la partie épaule. Et donc, du coup, l'idée, c'était donc de faire de la recherche, de créer des protocoles. Une fois qu'on avait les protocoles, on faisait on l'appliquait sur des patients qui venaient du centre orthopédique. Et une fois qu'on avait tout ça, on validait l'étude. Et derrière, avec l'expérience et l'étude scientifique qu'on avait, on pouvait vendre des protocoles via des formations qu'on a fait. Donc c'est comme ça que moi, du coup, j'ai créé une batterie de tests en fait sur l'épaule, sur le retour au sport après blessure à l'épaule. Et du coup, l'entreprise aussi où j'étais, l'idée c'était de faire ça par articulation. L'entreprise a développé le Castart. Je sais pas Oui, si bien ça te sûr. parle, mais Mm. c'est un peu plus connu maintenant dans le domaine. Donc le Castart. Et moi, du coup, j'étais sur la partie S-Start pour S pour shoulder. Donc voilà un petit peu le parcours depuis le début. Un beau parcours, un beau background. Ouais. Euh, et puis après, en plus, bon, t'as plein d'autres activités encore à côté. Euh, c'est bien, t'es très actif. Mhm. Euh, donc toi, tu t'intéresses énormément à la réathlétisation et tu viens de sport, bah, tu nous l'as dit, hein, le volleyball, etc., qui sont des sports très traumatiques au niveau des épaules. Tu viens aussi du judo. Judo aussi, c'est très traumatisant. Sur tes retours d'expérience, bah, tu sais, quel type de blessure tu retrouves le plus au niveau de l'épaule? Bah, alors là, ça dépend un petit peu parce que, alors, moi, ma vision, elle est un petit peu biaisée dans le sens où mon sujet, en fait, quand on a développé les études, c'était sur une blessure précise. C'était l'instabilité antérieure de l'épaule. Et notamment, l'étude qu'on a développée, donc le S-Start et la batterie de test, c'était sur donc cette instabilité qui était antérieure, même pas multidirectionnelle ou postérieure, c'était que de l'instabilité antérieure et c'était que des patients qui étaient opérés via une procédure chirurgicale qui était vraiment la même, c'est la procédure ce qu'on appelle l'Atargé. Donc c'est une butée osseuse. Donc c'est vrai que du coup, moi j'ai vu quasiment 400 personnes en 3 ans à peu près qui était opéré d'une butée osseuse. Donc, je suis un petit peu biaisé. Mais bon, après, dans le volet, de toute façon, c'est généralement des pathologies de surutilisation parce qu'ils sont toujours en rotation interne, très souvent, à frapper à des vitesses angulaires qui sont très importantes. Au judo, ça va être plutôt traumatique. Au judo, on va vraiment avoir, judo, ça va être surtout fracture de clavicule, instabilité. On en a pas mal aussi. On va avoir tout ce qui est aussi disjonction acromioclaviculaire. Ça, la fameuse touche de piano où on a la petite clavicule qui ressort parce qu'on est tombé sur le moignon de l'épaule. Beaucoup de judokas et moi-même, on est passé par cette étape-là. Je me suis fait les deux épaules au judo. J'ai instabilité, j'ai eu entorse acromioclaviculaire stade 1, stade 2 aux deux épaules. Et ouais, c'est principalement ces blessures-là qui reviennent quand même le plus souvent. Yes, et puis après, bon, la première chose que tu fais, je pense, ça va être, à partir du moment où tu vas débuter la réathlétisation, bah, ça va être l'observation. Dans ton constat de départ, qu'est-ce que tu fais faire comme type de test, de bilan, d'observation? Alors déjà, je pense que la première chose qui est très importante, c'est d'avoir une super relation en tant que, je parle vraiment partie réathlétisation, c'est d'avoir une super relation avec le kiné qui l'a vu en rééducation. La relation kiné, préparateur physique, voire même kiné, enfin voire même chirurgien, médecin du sport, kiné, tout le staff, elle est primordiale parce qu'encore une fois, je pense que c'est de l'être humain qu'on traite, donc il faut vraiment remettre le sportif au centre du sujet, ça c'est au centre du truc, et ça c'est vraiment la partie primordiale. Mais du coup, il faut voir déjà ce que le kiné a fait, parce que sur la partie réathlétisation, maintenant, c'est vraiment une partie qui est un petit peu, qui empiète sur les deux. Il y a des kinés qui sont très bons qui font de la réathlé, il y a des préparateurs qui sont très bons qui font de la réathlé. Donc au final, on se rend compte que il y a des choses sur lesquelles on va avoir un petit prisme sur lesquelles on est déjà intervenu. Donc il faut déjà faire le bilan
et voir de quoi il est capable et voir surtout ce qu'il a fait avec le kiné. Donc déjà, ça va peut-être soit nous aiguiller dans un truc, soit bah, enlever tout un panel d'exercices qu'il a déjà fait. Déjà, en termes de renforcement, je prends juste cet exemple-là. Si déjà il a fait tout ce qui est renforcement, on va dire, un peu classique, mais renforcer tous les muscles périscapulaires, s'il a bien renforcé et qu'il a rééquilibré le ratio rotation interne, rotation externe de son épaule, etc., bah déjà, nous, en tant que prépa physique, on va vraiment être sur la partie return to play, mais return to performance. C'est-à-dire vraiment l'idée, voilà, maintenant il est apte à faire de l'activité physique, maintenant il va devoir reprendre son activité sportive spécifique. Et donc là, ça va être, bah, si c'est un rugbyman, reprendre des contacts. Si c'est un volleyeur, reprendre progressivement avec des vitesses, parce que c'est pareil, il va falloir travailler sur des vitesses d'exécution. On en parlait tout à l'heure, mais quand on est sur des vitesses qui sont des vitesses d'éjection du ballon qui sont très 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 importantes, on va pas pouvoir le remettre très vite à ces vitesses-là. Il va falloir y aller progressivement. Donc on va pouvoir travailler sur tout ce panel-là et c'est ça qui va être intéressant. Et encore une fois, même si on bosse, et là on est parti un peu sur le prisme de l'épaule, mais quand on parle de l'épaule, faut pas oublier que ça reste que la fin d'un mouvement, grosso modo, et que le mouvement, il part du bas jusqu'en haut. Et vraiment, l'épaule et même la main, in fine, elle est là pour finir le mouvement. Si je prends l'exemple du volet, tu pars et en fait, tu es généralement donc, en suspension en l'air, etc. Et ensuite, tu viens taper. Et donc, si, bah, ne serait-ce qu'au tout début, tes pieds n'ont pas été bien sollicités ou n'ont pas été tu as des déficits là-dessus, etc., bah, peut-être que, in fine, l'épaule ne sera pas à 100%. Donc déjà sur ton bilan, je pense qu'il faut faire un bilan global, pas se contenter de l'épaule. Il faut tout regarder. Il faut regarder au niveau cervical, il faut regarder bien sûr au niveau de l'épaule, il faut regarder au niveau thoracique, il faut regarder au niveau du bassin. Pourquoi pas regarder même au niveau des pieds, c'est ce que je te disais. Si tu es avec demain un client et que tu vois quelque chose sur lequel ton sportif n'a jamais bossé, mais que tu vois que toi, quelque chose qui vraiment te dit, oula, il y a un truc à faire, il faut pas passer à côté. Justement, c'est une période qui est tellement importante. L'objectif, hein, c'est de ne pas le revoir, hein, entre guillemets, ton Ouais. sportif, hein. Si tu le revois, c'est que pas forcément bon signe. Donc, vraiment, en termes de Tu bilan, c'est profites le de cette bilan. période pour faire un travail global, quoi. C'est bien. Exactement, ouais. Ouais. C'est bien Exactement. parce que je pense que c'est pas assez dit, tu vois, d'avoir cette vision globale où, bah ouais, t'as une problématique à l'épaule, peut-être que le pied est à checker, peut-être qu'il y a le bassin. En fin de compte, il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner ce déficit parce que souvent, bah, quand tu te blesses, de toute façon, même s'il y a de l'usure, etc., c'est quand même des choses, des fois qui datent c'est des usures à long terme, hein. Bien sûr. Et ça doit pas être facile parce que tu parlais tout à l'heure de ratio, rééquilibrer un ratio rotation interne-externe pour un volleyeur. Je, je pense que ça doit vraiment pas être facile. Je dis un volleyeur, même un judoka, même si des fois tu as des ouvertures au judo, mais tu es quand même beaucoup plus sur la Ouais. rotation interne qu'en rotation externe. Ouais, exactement. Alors après, ça c'est toujours pareil quand on parle de rééquilibrage. Il faut voir un petit peu. J'en parlais moi pas mal dans mes formations. Je prenais l'exemple de Rafael Nadal. C'est vrai que au début de sa carrière, Rafael Nadal il était connu pour avoir un bras gauche hyper développé, un bras droit limite atrophié par rapport à son bras gauche. Et en fait, au fur et à mesure, ça il a complètement gommé. Donc c'est pour ça, soit tu connais bien ton sportif et tu as des valeurs pré-blessure. Mais auquel cas, ces valeurs pré-blessure, peut-être justement, elles n'étaient pas bonnes. Donc peut-être que tu vas pas te baser sur ces valeurs-là. Mais en même temps, essayer de rééquilibrer ou du moins d'avoir un ratio de 1 sur les rotateurs pour un volleyeur, c'est quasiment impossible. Donc si tu te dis, bah, ma target, c'est d'essayer d'avoir un ratio de 1, peut-être que tu vas passer beaucoup trop de temps avec ton sportif là-dessus et que tu vas perdre du temps. Donc c'est vrai que des fois, c'est un petit peu, faut connaître le sport, faut connaître ton sportif. Encore une fois, je pense que le mot d'ordre, c'est le global. Le global. Ah, c'est bien. Franchement, je pense que déjà, rien que ça, c'est déjà une bonne chose. Et moi, il y a déjà deux points, tu sais, qui me sautent aux yeux. Ça paraît tellement évident, mais finalement, c'est tellement oublié quand tu parles avec, tu sais, les gens du terrain. C'est, bah, entre en relation avec le staff qui a suivi la personne. C'est tellement primordial. Mais C'est les gens, compliqué, mais je sais pas primordial. pourquoi, ils le font pas. Des fois, il y a des peurs, des fois, il y a des craintes que tu sais, tu sois pas bien compris. Moi, je vois, moi, je suis souvent des personnes qui me disent qui ont déjà eu un parcours avec d'autres thérapeutes. Souvent, des thérapeutes, bon, moi, je suis dans un petit coin, tu sais, c'est une ville, il y a 15 000 habitants. Donc, la plupart des thérapeutes, je les connais.
Moi, je leur envoie un message, tu sais, je leur envoie un petit message, Messenger, Instagram, et je dis, ah, salut, bah, écoute, là, je suis un tel, qui vient avec telle problématique, etc., tu vois. Tu peux m'en dire plus et généralement tu te retrouves porte fermée, non? Bah, quand c'est des gens que je connais, ça va, tu vois. Ouais, Quand c'est le fait d'avoir le réseau, hein, encore une fois, tu vois, c'est vraiment la base. Il faut développer ce réseau avec des professionnels autour de nous. Quand je les connais un peu moins, ouais, j'ai pas trop de retours. Il faut que la ouais, personne, souvent les gens, bah, ils te ramènent les bilans. Tu vois, là, par exemple, j'ai un bilan ouais, d'un ergothérapeute, etc. Donc, voilà. Et après, même des fois, ça vient du patient en lui-même. Tu vois, hier, je ouais, discutais bon, d'un cas avec un enfant. J'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la sphère orofaciale. Et la maman, elle me dit, oh, bah, elle était chez tel orthophoniste que je connais très bien, donc que je contacte l'orthophoniste et qui me dit, ah mais moi, on m'a jamais parlé de ça, de ces problèmes-là. Alors oui, moi j'ai travaillé sur des problématiques, mais moi j'ai jamais eu vent de ça. Mais enfin, c'est fou, on aurait dû travailler dessus, tu vois. Et ah donc, ouais. bah, on échange sur des petits tips qu'on peut mettre en place, tu vois. Donc ça, je trouve quand même intéressant de Mais le faire. c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, encore une fois, je pense que tu as deux aspects. Tu as l'aspect, bah, justement, quand tu es un peu indépendant, etc. Ça, il n'y a pas trop de problème parce que, justement, si tu arrives à communiquer avec des ergots, avec tout ça, si vous, vous êtes en indépendant, je pense qu'il n'y a pas ce côté, quand tu es dans un staff où tu te sens menacé, en fait, surtout par des personnes qui viennent de l'extérieur. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas tellement longtemps où c'était un basketteur professionnel qui a fait 4 ou 5 saisons en NBA, qui jouait en Lituanie à l'époque où je me suis occupé de lui. Et en fait, au début, on sentait que les prépas physiques, enfin que ils auraient aimé travailler avec lui. Et en fait, à partir du moment où justement c'est le chirurgien qui a dit bah non, tu vas bosser avec Dimitri parce que j'ai confiance en lui, et etc. Bah tout de suite, voilà, il se sentait moins menacé. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi, c'est que je suis pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre, hein. Moi, l'idée, c'est de faire en sorte que le sportif y revienne le plus rapidement possible et surtout dans les meilleures conditions possibles. Donc, il n'y a pas de bataille. Je pense que l'ego, il faut le ranger. On est C'est, d'accord. faut faire attention à l'ego. On est d'accord. Non, je pense aussi qu'il n'y a pas de bataille. Tu sais, des fois, je le vois aussi dans le sens où t'as certains coachs ou t'as certains kinés qui vont avoir peur de recommander des autres praticiens parce que bah, ils vont avoir peur de se faire prendre leurs clients, tu vois, ou leurs patients. Mais finalement, non. Ton objectif, en tout cas, c'est de l'aider au mieux. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir lui apporter des solutions, bah, il faut pas hésiter, quoi. C'est ça, et puis je pense que justement, si tu es compétent, en fait, tu devrais pas, entre guillemets, avoir peur. Mm. Généralement, tu as peur parce que tu dis, ah, waouh, si quelqu'un arrive avec d'autres compétences, etc., bah, peut-être qu'il est plus compétent que moi, et donc là, peut-être qu'il y a un risque. Mais si toi, tu es compétent, etc., ben voilà, tu es compétent dans ton domaine, mais il y a des personnes à droite, à gauche qui peuvent t'apporter un plus. Donc, il faut pas négliger ce truc-là, faut pas avoir peur, je pense. Surtout ça. Yes, bah, complètement. Bah, c'est bien, si les gens déjà ils peuvent retenir ça, c'est pas mal. Ouais. Tu parlais de tout à l'heure, tu sais, de bah, retour progressif à la compétition avec les vitesses d'exécution. Comment tu arrives à jalonner ça au fur et à mesure de la progression? Alors ça, c'est pareil, je pense que, tu vois, maintenant, il y a pas mal de tests de retour au sport qui existent. Et du coup, moi, généralement, ce que j'essaie de faire, c'est soit tu as des tests de retour au sport, donc on va différencier ces retours à l'activité physique sans restriction, on va dire. Donc, c'est-à-dire que la personne peut reprendre l'entraînement, etc., sans forcément de restriction. Et après, il y a le retour à la performance, où là, l'objectif, c'est vraiment d'être spécifique au sport. Et donc, c'est ça qui va différencier. Je prends un volleyeur, par exemple, on va pouvoir retravailler. Donc, au début, il va faire vraiment un test de retour au sport avec, par exemple, la batterie de test start, où on va avoir le côté psychologique, on va voir la stabilité, la mobilité. On va voir l'endurance, on va voir l'explosivité, on va voir toutes ces choses qui sont un petit peu transversales et qui peuvent être adaptées à tous les sports. Mais par contre, si demain il veut, je l'ai en client et qui veut vraiment avoir un suivi jusqu'au retour à la performance, et ben là, on fera des tests avant, limite avec le staff, etc., avec l'entraîneur, pour qu'il nous dise, bah voilà, maintenant, moi, par exemple, au volet, je sais que lui, s'il est R4, eh ben, il tape à des vitesses, un thème, je dis une bêtise, mais à 5000 degrés par seconde au niveau angulaire, et ben, il va falloir qu'on y aille petit à petit jusqu'à retrouver ces 5000 degrés au niveau angulaire.
Et donc tu utilises différents tests de ratio de force, tu utilises des capteurs, je pense aussi parfois de. Ouais, encore une fois, ça dépend les types de tests de sport de retour au sport que tu vas faire. Mais bon, maintenant, dans le marché, il y a quand même pas mal de choses. Il y a Key qui ont fait énormément de bien là-dedans parce qu'ils ont fait vraiment tout un petit, un énorme travail Ouais, ils ont beaucoup sur ce d'outils. sport de... Ouais, mais avec des petits appareils, c'est dans Ouais. ça que je me suis trompé. Et en fait, c'est génial parce que tu as des capteurs de force, tu as des capteurs sensoriels. Maintenant, ils ont fait de l'EMG portative. Tu as des capteurs de grip. Moi, je sais que c'est très intéressant le grip pour avoir la santé de l'épaule. Donc ça, c'est pareil, c'est des éléments qu'on peut prendre. Donc, ouais, tu as plein de choses maintenant. Et puis après, tu peux travailler avec des radars de vitesse quand tu vas vraiment être sur le retour terrain, proche, justement, etc. Donc, c'est tous ces outils-là maintenant qui sont dispo et qui font du bien au prépa physique. Bon, bah, c'est super. Écoute, je pense que on a largement fait notre quart d'heure. Et il y aurait tellement de choses encore à dire, à approfondir, Ouais, mais c'était quand même déjà super intéressant. c'est cool. Je te remercie bah, déjà d'avoir pu euh, expliquer toutes ces notions à tout le monde. Si les gens veulent te retrouver, comment ils font? Alors du coup, je suis sur Instagram, comme un peu tout le monde. Je suis pas très développé, mais je suis sur Instagram. Donc c'est dimitri.jure, mon nom de famille, Jure. Pareil sur LinkedIn, etc. Si les gens s'intéressent un petit peu à la littérature, j'ai quelques références, très peu, mais j'ai quelques références sur PubMed. Donc pareil, on tape Dimitri Juré, cette fois-ci avec l'accent aigu. Et prochainement, du coup, bientôt on pourra me retrouver un petit peu aussi dans les librairies. J'ai écrit un livre justement sur la réathlétisation de l'épaule et qui devrait sortir courant 2025. Génial. Voilà. Quelles éditions? Aux éditions Fortrainer. Alors, je ne sais pas quand le podcast sortira, etc. Mais pour l'instant, je suis en contact avec eux et donc au moment où je pense que ça va sortir, ça sera signé avec eux. Donc, je ne sais pas s'il faut l'annoncer tout de suite ou autre. On verra. Ça marche. Bon, ben super, en tout cas. Merci beaucoup, et puis je te dis à bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'invitation et au plaisir. Salut.